Salut les gardiens, bienvenue dans cette vidéo et dans ce nouveau format. Alors, excuse-moi pour mon absence ce dernier mois, beaucoup de travail et pas mal d'investissement dans du nouveau matériel. Donc le temps de tout mettre en place, tout ça, c'était pas évident. En plus de ça, j'ai pas encore reçu mon nouvel écran de PC, donc là je fais tout l'enregistrement et tout ce que je suis en train de faire, je le fais sur un seul écran. C'est pas forcément évident pour gérer entre OBS et tout le reste, enfin bref. Premier point, je voulais te remercier, toi et toute la communauté, pour votre soutien. En réalité, tous les jours, encore une fois, ça augmente un peu le nombre d'abonnés et je suis hyper confiant pour les 500 abonnés de fin d'année. En tout cas, pour l'objectif. À côté de ça, comme tu peux le remarquer, comme je disais, j'ai un peu évolué en termes de matériel, de manière à répondre à pas mal de petites demandes. Et notamment, par exemple, d'après les commentaires, hop, on va demander concentre-toi ici, toi, s'il te plaît. Merci. D'après les différents commentaires, j'ai retenu que un petit problème qui revenait assez couramment, c'était ma vitesse d'élocution. Manifestement, je parle un peu vite et du coup, pour certains, la compréhension en est affectée. Donc, je vais faire attention à réduire un peu justement ma vitesse d'élocution. Je vais ralentir un peu aussi sur la vitesse que j'ai de donner des explications. Après, je suis pas forcément surpris parce que, en regardant les statistiques de la chaîne, plus de 80% des gens qui regardent la chaîne sont des vieux. Évidemment, c'est une blague. Donc, vitesse d'élocution, vitesse d'explication, je vais réduire un peu. Ensuite, j'ai eu quelques commentaires qui me demandaient comment passer de notre conception à un fichier qui soit imprimable, donc de la CAO à un STL. Donc, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, je vais aborder ça, et comme ça, il n'y aura plus de secret pour personne. Et ensuite, pour terminer, un message qui m'a marqué, c'est quelqu'un qui me demandait de m'intéresser à des fichiers qu'on pouvait trouver en ligne et montrer comment les modéliser directement. Alors évidemment, ça apporte pas mal d'intérêt, déjà d'une part de l'apprentissage, de la pratique, et ensuite, éventuellement, ça peut permettre de réduire le coût de l'élément. Alors, bien que le temps humain soit ce qui coûte le plus cher, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, il n'en reste pas moins que l'apprentissage qui en est tiré permet un bon rapport qualité-prix. Donc, on va s'intéresser à comment modéliser des éléments qu'on trouve en ligne avec Fusion. Hop, recadre-toi sur moi, toi. Merci. Elle est géniale, cette caméra. Bien, donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on trouve en ligne. Première chose, là, j'ai trouvé sur Cult une hélice. Alors cette hélice, fort sympathique, elle a rien de bien spécial, mais elle va permettre d'aborder plusieurs points. Alors déjà, on peut se rendre compte qu'elle est payante, donc en la faisant ensemble, ça va permettre d'éventuellement réduire le coût. Déjà, si on s'intéresse à cette hélice, on va regarder ses dimensions. On voit qu'en X, elle est à 175, Y 15 et Z 180. Alors, vous allez me dire que le Y et le Z sont inversés, c'est normal, ça va dépendre du sens dans lequel elle a été modélisée. Donc là, manifestement, la personne qui l'a modélisée initialement avait considéré le Y comme la hauteur, alors que nous, on a... en tout cas, moi, sur Fusion, j'utilise le Z, ce qui est, pour moi, le plus logique. Donc on sait que voilà, sa hauteur est de 15. En revanche, c'est une hélice, qui dit hélice dit cercle, et on se rend compte que le X et le Y, du coup, ne sont pas aux mêmes dimensions. On voit qu'en Y, elle fait 180, alors qu'en X, elle fait 175. La raison, elle est très simple, c'est que compte tenu du fait qu'on a 10 pales, les deux pales qui sont ici, à gauche et à droite, c'est elles qui vont définir la largeur, donc qui sera la largeur maximale si jamais on fabriquait un cadre autour. Un cadre qui soit tangent aux pales. Donc, entre ces deux pales-là, on a bien 180 mm. En revanche, ici, étant donné qu'on a un trou, eh bien justement, on n'a pas cette continuité de la courbe qui retire justement un peu de longueur. Donc, on est à 175 comme ça. Mais, grosso modo, on reste sur un cercle de 180 mm de diamètre. Donc, si je me rends sur Fusion, voilà, je l'ai déjà modélisé.
On va s'intéresser ensemble aux différents paramètres qui seront potentiellement nécessaires pour notre conception. Déjà, la première chose dont on va se rendre compte quand on va aller regarder la pale en question, en tout cas l'hélice, c'est que les pales ont un angle, ont un degré d'inclinaison qui est... il y a un delta entre la base et l'extrémité. On voit que l'inclinaison n'est pas exactement de 45 degrés. Là, on voit qu'effectivement, la courbe est accentuée, ça vient à s'incliner un peu plus, plus ça s'éloigne, plus ça s'incline. Donc il va falloir que déjà on crée un paramètre qui va nous permettre de gérer un peu ça, parce que là pour le coup on n'a aucune idée de l'angle réel de nos pales. Donc il va falloir y aller un peu de manière empirique. Et qui dit empirique dit revenir sur nos actions. Plutôt que de revenir à chaque fois sur nos esquisses, nos extrusions et ainsi de suite, ce qu'on va faire c'est créer des paramètres qu'on pourra changer, et ça permettra de rendre les choses potentiellement plus fluides. Donc, première chose, on va s'intéresser, hop, toi tu reviens là, hop, essaye de choper. Allez, prends le tableau blanc s'il te plaît. Allez, viens là. Tableau blanc. Allez, chope-le s'il te plaît. Tu m'agaces. J'adore cette caméra, mais voilà, parfois un peu neuneux. C'est bon, tu m'as chopé le schmilblick. Bien. Donc, première chose, je disais qu'effectivement, on sait que... Ouais, il n'est pas très circulaire, mon cercle. Hop, on sait que... Hop, le contour de notre pale a un diamètre de 180 mm. On sait que sa hauteur est de 15 mm, qu'elle est constituée de des pales, il y en a 10. Et les choses qu'on ignore en revanche, c'est, donc je disais, l'inclinaison, donc I, on ne sait pas. Le delta d'inclinaison, on dirait un tipi, pas un triangle. Le delta d'inclinaison, donc entre le début et la fin de la pale, lui, pareil, il est inconnu. Et on a le centre, donc le cercle plein qu'il y a au milieu des pales. Lui, pareil, on n'a aucune idée de sa taille. Pour le coup, ça va nous permettre d'aborder les canevas dans Fusion. Donc là, normalement, on a suffisamment d'informations pour faire notre notre hélice. Bien, hop, tu te recadres sur moi, toi. Allez, bichette. Merci. Hop la boum. Donc, je disais, si on se rend sur Fusion, alors, première chose, ça va être de faire une première esquisse en vue du dessus avec un simple cercle de 180 mm de diamètre. Ok. Une fois fait, je vais terminer l'esquisse. Et là, je vais aller ici insérer un canevas. Insérer à partir de mon ordinateur, et je vais aller chercher l'image, hop, que je vais mettre sur le même plan, l'image de ma pale, que je suis allé télécharger directement sur Cult. Et là, je vais la faire grandir. Hop, on prend un peu de recul pour avoir plus de prise. Hop, voilà. Et là, on voit que j'ai un peu de jeu ici. Hop. On va essayer de centrer à peu près le tout. On peut la faire grandir un tout petit chouille. Allez. Ah! Vraiment un chouïa. Ça me donne... Wow, beaucoup trop. Bon allez, on va dire que je suis plutôt pas mal. Bien. Là, je peux faire OK. Donc, en gros, ce canevas va me servir de référence. Ici, dans mon arborescence, je vais pouvoir faire une chose, c'est que l'action de mon canevas est après l'action de mon esquisse. Donc, je vais pouvoir, hop, la faire glisser juste avant. Comme ça, je vais pouvoir revenir travailler sur mon esquisse ici et faire un cercle par rapport au centre qui fasse à peu près la même taille que le centre de ma pale. Donc là, je suis à 31.523, ça veut dire que le cœur fait certainement 32 mm.
Je pense que effectivement on doit être à 32. Donc l'objectif là, il était vraiment simplement de pouvoir utiliser une image comme référence. Compte tenu du fait que je connais le diamètre externe, j'ai pu caler ce canevas pour avoir justement les dimensions qui me manquent. Bien. Éventuellement, je peux même déjà mettre le cœur interne. Non, je le ferai tout à l'heure. Ok. Donc là, je vais pouvoir terminer mon esquisse. Une fois l'esquisse terminée, je peux masquer mon canevas pour l'instant. Je vais faire une simple extrusion du centre de mon élément. Je vais la faire en symétrie sur toute la longueur et sur une distance de 10 mm. Bah non, qu'est-ce que je raconte? 15 mm. 15 mm, ok. Maintenant, il va falloir que je modélise ma palle, ma première palle. Donc, si je refais apparaître le canevas, pour me faciliter la vie, je vais pouvoir travailler sur une de mes faces d'origine qui sera celle-ci, et tirer vers la gauche, ici, dans le sens de la palle. Comme ça, au moins, je vais pouvoir avoir une référence de travail. Ok. Donc, je vais pouvoir créer une esquisse sur cette face-là, et là, je vais faire un simple rectangle, par le centre. Je vais lui donner une dimension de 100 de haut. Je peux aller vraiment loin dans la valeur. Et en revanche, en largeur, je vais lui donner, on va dire 2 mm pour l'instant. Ok. Là, on voit que mon rectangle est tout blanc. Qui dit qu'il est tout blanc, dit qu'il est complètement contraint. Donc effectivement, on voit des éléments de contrainte ici, comme le fait que ces deux axes-là soient parallèles. Et ici, on voit surtout qu'on a cet élément-là qui est une contrainte d'horizontalité. Donc si je la sélectionne et que j'appuie sur la touche supprimer, il vient retirer cette contrainte et maintenant je peux faire tourner mon élément. Ce qui va me permettre là maintenant de rajouter ici une valeur d'inclinaison. Donc avant de mettre une valeur d'inclinaison, je vais aller dans modifier, modifier les paramètres, je vais rajouter un paramètre, je vais mettre angle 1 par exemple, et l'expression, je vais mettre, bah non en fait je vais même pas mettre angle 1, je vais mettre inclinaison, comme je l'ai écrit sur mon tableau. L'unité du coup, on est sur des degrés, et l'expression pour commencer, je vais mettre, on va dire, j'en ai aucune idée, je vais commencer avec 45. Ok, terminer l'esquisse. Du coup, maintenant, je vais pouvoir, alors avec un simple trait qui va du centre là à ici, que je vais transformer en construction. Hop. Ici, par rapport à mes origines, je vais pouvoir lui demander de me donner une cote entre mon axe d'origine Y, l'axe de centre que je viens de créer, hop, et là je vais lui demander, hop, inclinaison. Je recommence à dire beaucoup de hop. Ok. Je vais terminer mon esquisse. Je vais masquer mon canevas pour l'instant. Maintenant, je vais créer une esquisse en vue du dessus. Je vais créer, hop, un trait ici de 180 divisé par 2, parce que je ne veux que le rayon, et c'est ce qui va me permettre, en fait, ça va être le chemin pour tirer ma palle en y incluant un degré d'inclinaison. Ok, alors si je fais apparaître mon canevas, juste pour vérifier une chose, je vois que l'inclinaison de ma palle sera bonne par rapport à celle du dessin, enfin de la photo. Ok. Je masque le canevas, je termine l'esquisse, et là je vais faire une extrusion de cet élément-là, alors pas une extrusion, pardon, un balayage de cet élément-là par rapport à ce chemin-là. Je veux que l'opération ce soit joindre, et ici je vais rajouter un angle de torsion, et cet angle de torsion il va falloir que je le définisse, hop, dans modifier les paramètres, je vais rajouter ici donc ce que je vais appeler le delta. Le delta il est en degrés, et pour commencer je vais peut-être mettre, allez je vais mettre 10. Ok. Donc je retourne dans mon action ici, et ici, angle de torsion, je mets delta. Alors, manifestement, je vais le mettre en négatif. Ok. Bien. Donc là, si je fais apparaître mon canevas, voilà,
j'ai bien ma pale qui passe au-dessus de l'autre. Il va falloir maintenant que je vienne la couper correctement pour pouvoir régler justement ces valeurs en fonction de ce que j'ai ici. Donc, si je me rends sur les photos que je vois là, je me rends compte que le bout de mes pales est complètement arrondi quand je regarde en vue orthogonale. Donc, je vais faire la même chose, masquer mon canevas, je vais créer une esquisse sur le plan XZ, et là, je vais aller chercher créer, rainure, rainure par le centre, et là, je vais pouvoir donner des valeurs à ma rainure. Donc, en largeur, je vais lui mettre 180 divisé par 2, moins 15 divisé par 2. Parce que du coup, ma rainure, au bout, elle va avoir un cercle, et le rayon de ce cercle, ce sera l'épaisseur divisée par 2. Donc ça, c'est bon, et du coup, ici, la hauteur, on a dit 15. Et si on regarde, j'arrive parfaitement à fleur. Parfait. Ici, un axe qui passe par le centre et qui est vertical. Terminer l'esquisse, et là, je viens faire une révolution de cet élément-là autour de cet axe-là. Et mon opération, c'est une intersection. Ok. Là, déjà, on commence à être sur quelque chose de pas mal. Si je viens à faire apparaître mon canevas, c'est là que je vais pouvoir changer mes valeurs. Donc je me rends compte que manifestement mon angle d'attaque initial est pas mal. 45 degrés, ça semble être la bonne valeur. Alors peut-être que l'épaisseur de ma pale n'est pas la bonne, mais je pense qu'on s'en rapproche. En revanche, c'est le delta qui manifestement n'est pas bon, parce que elle est beaucoup plus large à l'extrémité. Donc je vais aller dans modifier les paramètres, on va réduire un peu histoire de le voir en direct. Et là, le delta, on va mettre 15. Ah, 15, on s'en rapproche déjà. On va y aller de manière un peu empirique. 17, ok. J'ai l'impression qu'on est pas mal du tout. Bien, une fois fait, je masque mon canevas. Je prends mon élément qui est le corps. Un instant. Tais-toi, toi, s'il te plaît. Merci. Je prends un élément qui est le corps, justement, et je viens faire un réseau circulaire. Donc mon objet, c'est bien mon corps, mon axe, c'est mon axe Z, et je demande 10 itérations. 10 unités, pardon. Voilà. Plutôt pas mal. Maintenant, on va faire une opération combinée entre le corps 1 et le reste des corps. Je veux que ce soit une opération joindre. Je ne conserve pas les outils. Ok, j'ai plus qu'un corps. C'est nickel. Je viens créer une esquisse en vue du dessus. Je fais éventuellement réapparaître mon canevas pour avoir le diamètre du cercle, enfin du trou central, qui est manifestement d'à peu près 5 mm. Terminé. Je masque mon canevas. Je fais une extrusion de cet élément-là, comme ceci. Ok. Je vais faire réapparaître mon canevas encore une dernière fois pour faire une dernière action qui va être de créer une esquisse. Hop, mince. De créer une esquisse en vue du dessus, donc sur la face du dessus de ma pale. Et là, on voit que à l'intérieur, si je vais regarder la pale ici, on voit qu'à l'intérieur, elle est creusée. Elle est proprement creusée, comme ceci. Donc, je vais faire la même chose. Là, déjà, je vais pouvoir faire un décalage de mon centre d'à peu près 2 mm, manifestement. Ok. Du coup, je vais pouvoir faire la même chose à l'extérieur. Donc là, je sais que je suis à 32. Je vais laisser un cercle comme ça et je vais faire un décalage ici de moins 2. Je vais prendre une mesure entre cet élément-ci et cet élément-là. Et j'ai 9,5 entre les deux. Je peux terminer l'esquisse. Je viens faire une extrusion de ceci. Je vais faire de moins 9,5 divisé par 2. Et là, je vais pouvoir faire un congé sur cette face-là. Alors, je vais masquer le canevas pour que ce soit un peu plus clair. Un congé sur cette face-là de 9,5 divisé par 2. Et j'ai ma pale. Maintenant, on va s'intéresser à comment l'exporter en STL. Alors, pour l'exporter en STL, rien de plus simple. Des solutions, il en existe plusieurs. Il va y avoir cette possibilité d'exporter ou de directement enregistrer en tant que maillage. Il faut savoir que enregistrer en tant que maillage, ça va faire gagner du temps.
Donc pour enregistrer en tant que maillage, il suffit d'aller sur le corps en question, donc ici, faire un clic droit, enregistrer en tant que maillage, et ici on a une fenêtre qui apparaît, on va pouvoir choisir le format, donc là en l'occurrence du STL, le type d'unité d'enregistrement, l'affinement, donc c'est-à-dire la qualité, la quantité de mailles qui vont constituer l'élément, donc plus ça va être élevé, plus le fichier va être lourd, mais plus il sera lisse. Et ensuite on a juste à faire OK, et on a notre fichier en STL qui est enregistré. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, Midgardien, qu'elle te sera utile, et que... Et puis c'est tout. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation. N'hésite pas à laisser des messages, des commentaires, et puis à partager la chaîne si jamais elle t'intéresse. Enfin, en tout cas, si elle t'est utile. Voilà, je bégaye un peu, désolé. Bonne continuation, Midgardien. Ciao.